parents et amis avec Gilles Parent. Bienvenue sur Parents et Amis, balado hebdomadaire depuis 5 ans maintenant sur toutes les plateformes web connues et bien évidemment sur gilesparent.com. Aujourd'hui, avec mon invité, on va parler du thème qui intéresse le plus le grand public dans les sujets de divertissement écrit, audio et visuel, le monde criminel. Ben oui, on aime ça. On le dit pas tout le temps. Des fois, on est hypocrite un peu, mais on aime ça. Éric Thibault est auteur à succès, journaliste d'expérience pour le bureau d'enquête du Journal de Québec et du Journal de Montréal. Éric est spécialisé dans le crime organisé et les affaires policières. Bonjour Éric, comment vas-tu? Salut Gilles, ça va très bien, merci. Bien content de te parler. À l'autre bout de la 20. Grâce à la technologie. Oui. Éric, c'est assez fou comme le public a de tout temps aimé les histoires de crimes, possiblement parce que on a en nous un genre de curiosité morbide, on aime l'adrénaline, le suspense, et contrairement à la fiction criminelle qu'on aime beaucoup quand même, les histoires criminelles médiatisées sont réelles, sont vraies. Et probablement que ça fait partie de l'intérêt. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, il y a une espèce de goût de l'interdit. Ouais. Tu sais, c'est un univers que le commun des mortels ne se permet pas de vivre, sauf par procuration comme ça. Et c'est pour ça qu'il y a tant de films de gangsters qui sont populaires. Il y a tellement de séries télévisées sur des bandits qui ont fait un succès bœuf au Québec et partout en Amérique du Nord. Alors, c'est un peu pour ça. Puis, écoute, tu sais, moi, ça fait 30 ans que je couvre le crime organisé pour des Québécois, des quotidiens, des quotidiens de Québécois. Ça fait 10 ans que j'écris des livres sur le crime organisé. Et l'intérêt ne se dément pas. Votre dernier Godasse, c'est pas le numéro 1 des ventes présentement? Oui, c'est la bonne nouvelle qu'on a eue aujourd'hui. On est en tête des palmarès. Bravo. Félicitations. Je sais que vous travaillez à deux, au moins là-dessus, en plus des autres bureaux d'enquête. Oui, ben j'ai eu le plaisir d'écrire ça avec mon collègue et mon patron, Jean-Louis Fortin, du bureau d'enquête. Alors, on est bien content. Absolument. Toi, qu'est-ce qui t'intéresse le plus dans les histoires? Côté psychologique, l'enquête ou le suspense? Qu'est-ce qui t'intéresse le plus? Ben, honnêtement, tu sais, c'est comme... ça prend un petit peu les trois, hein. Ouais, moi, je pense, là, s'il n'y a pas... le côté psychologie des acteurs en vedette dans l'histoire, ben il manque quelque chose. S'il n'y a pas d'action, il manque beaucoup de choses. Puis une enquête de police au travers de tout ça, c'est le triumvirat parfait, là. Et ce qu'on note aussi, comme dans la vraie vie, tu vas me dire, c'est que si la personne a un caractère spécial, si elle a une allure spéciale, si elle a même un physique spécial, si elle a une personnalité étonnante, ça va faire une différence et dans la couverture et dans l'intérêt. Est-ce que tu dirais ça? Ah, absolument. Ouais, tu sais, des fois, là, dans les films, là, les méchants, on les aime. On les aime. Oui. On en vient même à s'identifier aux méchants. Pourquoi? Parce que ils ont des traits de caractère qui viennent nous chercher, auxquels on s'identifie. Et ça, c'est tout dans la psychologie du personnage. Alors, évidemment, tu sais, nous, comme journalistes, on a rarement accès on a rarement la chance l'occasion de connaître des bandits. On a parfois l'occasion de connaître des policiers qui courent après des bandits. Oui. Puis, évidemment, tu sais, c'est la qualité de la personnalité, la complexité de la personnalité qui fait en sorte que ça va être intéressant ou pas, là. C'est vrai. Parce que comprendre l'esprit criminel, c'est captivant d'une certaine façon parce que, honnêtement, à la base, nous autres, Éric, on se dit, qu'est-ce qui pousse une personne à enfreindre les règles à ce point-là puis à se mettre en danger de même? T'sais, on essaie de comprendre ça, puis c'est pas toujours logique, hein? Ben, écoute, généralement, Gilles, là, c'est l'appât du gain.
La plupart des criminels sur qui j'ai eu l'occasion d'écrire, c'est des gars qui ont lâché l'école avant de finir leur secondaire. OK. Et puis, tu essaieras de te trouver une job si t'as pas fini ton secondaire. Et une job payante aussi? C'est une job payante vite faite, là, c'est pas évident non plus, là. Alors, si tu peux pas te trouver une job payante, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tomber dans le crime. Puis il y a des gens, puis c'est pas souvent c'est pas par manque d'intelligence là qui finissent pas l'école. C'est qu'ils ont ce qu'on appelle en anglais le street smart. Ouais. Ils ont l'intelligence pour être un bandit, mais ils n'ont pas l'intérêt pour compléter un niveau d'éducation élevé. Alors, faut pas se tromper là. Ces gens-là, il y a des brillants là au travers de la gang là. Puis généralement, c'est les plus brillants qui montent le plus haut. OK. Il y a les wise guys là, qui, eux autres, ils seront pas faire valoir longtemps. Ils vont devenir leaders à un moment donné, inévitablement. Ben oui, puis c'est comme c'est comme dans la vraie vie là. Les leaders, ils deviennent boss de l'entreprise. Ben ils deviennent boss de l'entreprise au niveau criminel aussi là. OK. On va parler un peu de toi 2 secondes pour savoir d'où tu viens, parce que quand même pas tout le monde qui fait ça. Je sais que tu as commencé très jeune, tu parles de 30 ans, mais c'est sûr que ça fait un petit bout de temps que tu fais ça, mais ça fait combien de temps que tu patauges dans le monde criminel là, en tant que journaliste? Ben écoute, j'ai commencé à couvrir ça quand je suis rentré au Journal de Québec à l'été 1993. OK. Puis, écoute, ça n'a pas été long que pour la meilleure façon d'apprendre à nager, là, c'est tirer dans l'eau, hein? Il pitch dans l'eau, là, mais ça n'a pas été long. Parce que la guerre des motards entre les Hells Angels et les Rock Machines, ça a commencé pas longtemps après que j'ai commencé à travailler au Journal. Il y a un genre de timing judiciaire pour toi, là. Oui, absolument. Puis ce train-là a passé, puis j'ai embarqué dedans. J'ai couvert ça du début à la fin. Tu sais, au début, là, quand tu commences comme journaliste, souvent tu commences par les faits divers. Oui. Tu commences puis j'étais pas différent des autres. J'ai commencé aux faits divers, mais il est arrivé cet événement-là qui est un événement marquant là, dans l'histoire contemporaine au Québec. Oui. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de conflits qui ont provoqué 165 morts, puis 200 blessés, puis qui ont fait une trentaine de victimes innocentes. Qui ont fait travailler pas mal d'enquêteurs, de policiers, tu sais, ça a déplacé beaucoup d'air, là. Oui, exact. Puis, écoute, on a vu ça dans les années 90, mais heureusement, on n'a pas revu ça depuis. Tu sais, un chef de gang de motards qui fait tuer des gardiens de prison pour attaquer le système de justice en pensant que les forces de l'ordre allaient slacker la pression sur eux autres, puis en pensant que ces hommes de main allaient refuser de devenir délateurs parce qu'ils encouraient automatiquement une peine minimale de 25 ans d'incarcération. Alors, ça a été, écoute, même à Québec, là, je veux dire, ça a commencé à Montréal, tout ça, mais ça n'a pas été long que ça s'est transposé jusqu'à Québec. Puis, écoute, il n'y a pas une semaine là, qui se passait sans qu'il n'y avait pas un bar qui flambait, un Jeep qui explosait, Gérald Galland qui commettait un meurtre dans un restaurant. Alors, ça a été assez marquant dans ma carrière, ça. Puis, évidemment, j'ai commencé là, puis je suis resté là. T'aimais ça? Ça veut dire que t'aimais ça? Parce que tu aurais pu probablement demander à être affecté à d'autres choses à un moment donné. Là.
Oh, absolument, j'aurais pu, Ouais, mais t'aimais ça. Puis, ben oui, je me suis rendu compte que j'avais de l'intérêt. Et probablement du Alors, talent pour écrire aussi, parce que ça va assez bien aussi. Puis écoute, j'imagine quand tu es là-dedans, l'avantage d'avancer, c'est une des raisons que je trouve ça, c'est une des raisons que j'explique pourquoi en vieillissant, il y a des choses intéressantes. Faut que ça serve vieillir, on dit souvent, mais c'est l'expérience, l'habitude que tu commences à mieux connaître les ficelles de la patente. Fait que tu sais, j'imagine pour toi aussi, ça travaille mieux là qu'il y a 30 ans. ah ben, t'as raison, Gilles. Tu sais, c'est clair que tu sais, on n'est pas. Je suis pas comme un joueur de hockey qui a 30 ans de carrière. C'est sûr qu'après 30 ans de carrière, t'es bon pour la ligne de garage. Pas mal. Puis oublie les mises en échec. Mais moi, je pense que tu sais, je le dis humblement là, je pense que je suis un bien meilleur journaliste aujourd'hui que je pouvais l'être il y a 10, 15, 20 ans. Puis je suis l'expérience, la compréhension de ce domaine-là, la compréhension de mon métier aussi. C'est quelque chose sur lequel tu travailles, tu travailles toute ta vie là, sur le rendu, comment je vais l'écrire, cette histoire-là. Et pas trop se répéter, parce que ça peut être des histoires qui sont semblables, mais tu essaies de trouver une twist. C'est ça le but, c'est d'être original à travers tout ça sans tout changer l'histoire, mais tu en viens à vouloir être meilleur. Puis, probablement que de toute évidence, t'es meilleur. Mais dis-moi, c'est pas comme couvrir le festival d'été, c'est une évidence, là. Mais est-ce que tu as déjà eu des menaces? T'sais, ça nous vient tout par la tête. Un des intérêts qu'on a, je ferais tout ça, moi, journaliste judiciaire. Il y en a un qui s'est déjà fait plomber dans le stationnement, l'autre. Est-ce que tu as déjà passé proche? As-tu eu peur? As-tu eu peur? Écoute, je suis conscient de tout ça, de tous ces risques-là. Je viens de finir un livre. Je viens de finir d'écrire un livre où on décrit dans les moindres détails la tentative de meurtre qui a été perpétrée contre mon défunt collègue Michel Auger dans le stationnement du Journal de Montréal, là où je travaille maintenant. Et tu sais, faut toujours être conscient de cette possibilité-là. Il y a l'année passée, il y a un de mes collègues de la presse, Daniel Renaud, avec qui j'ai déjà travaillé parce que quand je suis rentré au Journal de Montréal, il travaillait au Journal de Montréal avec moi. Il a été la cible d'un contrat de meurtre. Puis pas n'importe qui, là, c'est le tueur à gages Frédéric Silva qui est devenu le délateur le mieux payé là, de l'histoire du pays là, récemment, parce qu'il collabore à son tour avec la police. Mais moi, personnellement, je n'ai jamais eu de menace. Ça n'est jamais arrivé. Je suis chanceux, je suis content. Tu cours pas après ça non plus, là. C'est pas une gloire de n'avoir 15 non plus. Si tu n'as pas, tant mieux quand ça. Ben, écoute, tu sais, j'aurais pu, là, tu sais, quand je suis rentré pas longtemps après que j'ai commencé au Journal de Québec, tu sais, dans la vingtaine, j'étais coqué un peu, j'étais baveux. L'arrogance de la jeunesse. Oui, ça m'est arrivé d'être arrogant pendant que j'étais sur la job. Puis à un moment donné, j'ai comme commis une erreur. J'ai été arrogant avec un membre des Rock Machine. Oh! Puis j'ai été bien chanceux parce que d'après moi, je pense qu'il aimait ça, le fait que je sois baveux avec lui, parce que il m'a rappelé le lendemain, m'a donné son numéro de Padgett, puis c'est devenu une de mes sources pendant la guerre des motards. OK. Mais ça aurait pu... là, ça a bien viré, puis j'ai été chanceux. Mais ça aurait pu mal virer. Ça aurait pu prendre l'autre bord, là. Je suis tombé sur le bon gars, tu sais, puis c'est quelqu'un avec qui, tu sais, j'ai entretenu une relation de tu sais, cordiale, tu sais, pendant plusieurs années, tu sais, puis mais tu sais, après ça, j'ai
je me suis rendu compte que fallait peut-être que je fasse attention un peu plus. Un petit peu plus. Est-ce que c'est dur, Éric, d'obtenir des témoignages, soit de criminels, de policiers, d'enquêteurs? Vous travaillez plus probablement avec les policiers, mais parce que je me dis, il y a une ligne à ne pas franchir. Tu peux dire, je vais me faire un peu ami, mais pas trop. Fait que je me disais, c'est quoi? Il n'y a pas de livre je pense pas qu'il y a un livre qui explique comment être un bon journaliste judiciaire non plus, là. Non, ben, écoute, ça dépend toujours tout est une question d'intérêt, hein. Puis pas juste dans mon métier, pas mal dans tout. Tout est une question d'intérêt. Puis autant les policiers que les bandits, ils vont nous parler s'il y a un intérêt pour eux autres, pour leur organisation. Oui, OK, je comprends. De nous parler. Ils vont faire attention à ce qu'ils vont nous dire. Ils vont faire attention, évidemment. Ils peuvent avoir besoin de votre courroie de transmission. Dans le fond, ils peuvent avoir besoin du média pour rejoindre une cible qu'ils veulent ou des gens qu'ils veulent. Ben oui, c'est pour ça que Mom Boucher parlait à Claude Poirier. C'est pour ça que moi j'avais un contact dans les Rock Machines qui me parlait. C'est pour ça que le chef intérimaire de la mafia de Montréal, Andrew Scopa, sur qui on a écrit un livre, Félix Séguin puis moi il y a quelques années. C'est pour ça que lui a décidé de nous parler. Parce que lui, il voyait un intérêt à parler à des journalistes, à fournir des informations aux journalistes. Donc, c'est toujours une question d'intérêt, puis il faut savoir naviguer là-dedans, puis faut être conscient du danger, parce qu'il y a un danger de se faire utiliser, manipuler. Ah ben oui, oui. Puis, des menaces, c'est sûr que vous êtes dans un monde de menaces. T'sais, on le sait, regarde, je fais un aparté, mais tout le monde va voir où on s'en va avec les menaces de M. Trump présentement. Mais on voit quand tu as du pouvoir, la terreur que ça peut faire, puis en même temps, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, tu prends pas de chance. La même affaire pour vous autres. Le gars te menace, hey Thibault, si tu fermes pas ta gueule, tu vas sortir les jambes en avant. Tu sais, tu peux te faire menacer de même, mais tu dis, le gars, il fait ça pour que je retraite, que je ferme ma gueule, un peu comme en justice, quand tu envoies une injonction pour faire fermer ma gueule à quelqu'un. Tu sais, il y a de ça là-dedans. La menace, c'est aussi souvent une arme. Oui, ben, tu sais, moi, je me suis toujours dit, pendant toute ma carrière, il y a une règle que j'essaie de ne pas enfreindre, c'est sois fair. Sois fair sois fair avec les bandits sur qui tu écris. Il y a certaines zones où est-ce que les criminels veulent pas que tu ailles jouer. Leur famille. La blonde. Ben, c'est ça. Donc, je comprends. Si tu vas pas jouer là-dedans, si tu te contentes des faits, puis tu sais, parle de leurs crimes, parfait, mais rentre pas dans les affaires personnelles ou familiales. Puis, écoute, tu sais, moi j'ai essayé de respecter cette espèce de principe-là. Puis, je pense humblement que c'est peut-être une des raisons pourquoi j'ai pas été menacé pourquoi ça m'est jamais arrivé là, d'avoir des menaces comme telles. Mais ça veut pas dire que mes collègues qui ont été menacés sont allés traverser cette ligne-là, là, mais c'est un concours de circonstances, puis des fois ton numéro sort, puis tu le sais pas, puis tu vas tomber sur une tête brûlée. Puis à un moment donné, il est trop tard là, pour reculer. Mais on a un travail à faire, puis il faut pas reculer, il faut pas se laisser intimider pour rien. C'est ça, je comprends. Est-ce que, Éric, tu as déjà été surpris par la personnalité d'un criminel que tu as rencontré, positivement ou négativement? Ah bien, oui. Plus qu'une fois, j'imagine, en 30 ans, là, quand même. Ben écoute, je te parlais d'Andrew Scopa tantôt. C'est pas à tous les jours qu'un journaliste va pouvoir se péter les bretelles, disait hey, moi, je suis allé passer 4 jours en Espagne sur la même plage que le chef intérimaire ou l'ancien chef intérimaire de la mafia montréalaise, qui nous a qui nous a livré ses secrets, qui nous a livré des secrets de la mafia pendant tout le temps qui a pataugé là-dedans.
Puis, tu sais, oui, puis là, tu te dis, OK, ce gars-là, c'était un tueur, là. Tu sais, c'est le gars qui son surnom, c'était The Broom. The Broom, c'est en anglais, c'est balai. Pourquoi il l'appelait le balai? Le ménage? C'est parce que lui, quand il y avait une dette à recouvrir, il se rendait lui-même faire la collecte. Puis, quand le gars n'était pas capable de lui payer ce qu'il devait, il disait, OK, il sortait un manche à balai. Il disait, tu vas t'agenouiller là-dessus. Mets-toi à genoux là-dessus, sur le manche à balai. Puis, t'essayeras ça, Gilles, te mettre à genoux, les rotules sur un manche à balai. Si t'es capable de toffer pendant plus qu'une minute, bravo. Mais, puis là, il disait, OK, tu vas rester là. Mais pas une minute, ça pouvait être 1 heure. Ma crainte, Éric, c'est que tu me dises le manche à balai de le mettre ailleurs. Là, si c'est les rotules, je t'offrais pas, mais peut-être plus. Non, je comprends très bien ce que tu veux dire. C'est vrai que c'est rond, mais c'est petit. Fait que la couverture, ça vient comme une lame, là, à longue. Mais, en tout cas, mais tout ça pour dire que quand puis évidemment, on allait là dans un cadre strictement professionnel, là, Félix puis moi. C'était pour confesser ce gars-là pour pouvoir faire un livre auquel il avait consenti. Okay. Et écoute, c'était un spécial, là. Tu sais, quand il te regardait, il y avait un regard inquiétant, je te dirais. Inquiété ou inquiétant, ou les deux? Parce que lui, des fois, il regarde autour, tu sais, que ces gens-là, peut-être qu'ils... Je sais pas, j'ai essayé de voir sur une plage publique, là, peut-être qu'ils regardaient, je sais pas. Mais quand tu lui posais une question qui faisait pas son affaire, là, juste de la manière que ce gars-là te regardait, tu comprenais que on passe à l'autre question, ou bien je vais être dans le trouble, tu sais. Mais ça, c'est l'expérience aussi, là. Tu as moins besoin de te le faire quand tu suis bien la conversation, puis tu connais le milieu, tu sais que là, on va aller ailleurs, là. Oui. Mais écoute, tu sais, c'est... tu sais, il y a des criminels sur qui j'ai écrit que j'ai pas rencontré, que j'ai pas pu rencontrer. C'est le cas de Gérald Galland. Tu sais, Gérald Galland, on a écrit vedette de Québec à sa façon, mais il est très connu, là. Ben oui, c'est ça, là. Tu sais, on a écrit, ça, c'est le premier livre que Félix puis moi, on a écrit, ça fait 10 ans maintenant. On l'a pas rencontré. Lui, il m'a écrit une lettre. Il m'a écrit, alors qu'il était au pénitencier, quand je suis arrivé à Montréal en 2011. Une des premières lettres que j'ai reçues au bureau était signée de Gérald Galland, qui, tu sais, c'est quelqu'un sur qui j'ai écrit plusieurs fois à Québec. Puis, il m'avait écrit, parce qu'évidemment, il recevait le journal, hein, même s'il était au pénitencier. Puis, il voulait se plaindre de ses conditions de détention. C'est la seule communication que j'ai eue avec lui. Mais je l'ai vu, tu sais, j'ai passé peut-être 6 mois par procuration avec lui en regardant ses interrogatoires vidéo qu'il a fait avec la police, où il a confessé ses crimes. Moi, il a fallu que je me tape ça pour écrire le livre. Puis toute la mimique, la gestuelle, Luc Picard, il le joue tellement bien dans le film Confession. Et c'est pareil. Puis, écoute, un autre que j'aurais aimé, évidemment, rencontrer, je l'ai déjà rencontré, c'est Stéphane Gagné. C'est Godasse, ça? C'est lui, ça, Godasse? Oui, c'est Godasse. C'est l'objet de votre dernier livre, là, le récent. Oui. Je l'ai croisé pendant 2 semaines au Palais de justice en 2015. Là, il s'adressait à un jury pour demander la permission de faire une demande de libération conditionnelle prématurée, tu sais, avant le temps, là, avant le 25 ans. Et c'était assez particulier, là, tu sais.
il rentrait dans le box des accusés. C'était un gros box vitré. Puis on faisait juste se regarder, puis un petit salut de la tête. Puis je savais pas trop, comment réagir, parce que, comme 2 rangées de bancs à côté de moi, il y avait la fille de la gardienne de prison, Diane Lavigne, que Gagné a assassiné lui-même. Alors, mais ce gars-là a fait la démonstration qu'il voulait se réhabiliter. Il a fait condamner Mambouché, il a fait condamner 13 autres motards qui étaient impliqués dans la guerre des motards comme délateurs en témoignant contre eux autres. Il s'est excusé auprès de la famille de Mme Lavigne, il s'est excusé auprès de la famille de Pierre Rondeau, l'autre agent correctionnel qui a été assassiné en 1997. Mm-hmm. Alors, puis aujourd'hui, il est libre. Il a été libéré il y a 1 an, à l'hiver 2024. Puis après 26 ans d'incarcération. On ne sait pas il est où. Il vit sous une nouvelle identité. Il est sur le programme de protection des témoins de la Sûreté du Québec. Ce dont on entend parler, Éric, de temps en temps, c'est qu'il l'aide, il peut être ailleurs, il peut avoir un autre nom, une nouvelle affaire. Surtout quand ils sont passés à la table de même, t'es mieux de... Je comprends que ça te prend c'est vrai, ça, les nouvelles identités, puis on s'en va ailleurs. Oui. Puis, le soutien pour revivre. Là. Après 26 ans de prison, ça se peut que tu aies payé ta dette aussi, là? Ben, lui, écoute, on lui a payé des chirurgies esthétiques pour modifier son apparence. Quand même. On lui a donné une nouvelle identité. On a probablement... on l'a peut-être aidé à se trouver un emploi. Puis on ne sait pas où ce qu'il est. Il vit là, complètement incognito. Il refait sa vie. Mais revenir avec le livre, c'est parce que dans le fond, vous voulez mettre en exergue l'importance qu'il y a eu. Et finalement, il y a eu une importance sur le chemin, sur la trace judiciaire du Québec, là. Oui, ben écoute, on a consacré là, plusieurs livres à plusieurs personnages importants dans l'histoire du crime organisé au Québec. Puis Stéphane Gagné, c'est le premier livre là, qui se fait sur lui. Pourquoi lui? Parce que on a mis la main sur toute l'enquête policière que Carcajou a fait à l'époque, en 97, pour coincer Mambouché dans les meurtres, pour les meurtres des gardiens de prison. On a réussi à mettre la main sur des documents, des rapports de police, mais des documents audio, visuels, des enregistrements que le grand public a pas eu la chance de voir auparavant. Puis, on a réussi à obtenir ça. Puis, la télésérie L'Appel de l'auteur Luc Dionne, que vous avez probablement vu cet hiver, est basée sur la même documentation que celle que Jean-Louis Fortin puis moi, on a eu accès. Okay. Parce qu'on a eu notamment le grand privilège d'avoir la collaboration de Guy Ouellette, l'ancien expert de la Sûreté du Québec sur les bandes de motards criminalisés, qui nous a été d'une assistance précieuse, qui a des contacts encore dans le milieu policier, puis il a réussi à nous trouver ou à nous aider à trouver ces documents-là. Fait que les enregistrements vidéo de l'interrogatoire de Gagné, son test polygraphique, les conversations téléphoniques qui ont été enregistrées de Maurice Mambouché la journée que Godas se fait arrêter, la journée qu'il décide de devenir délateur. Ça avait été mis en preuve au procès, mais ça n'a pas été diffusé là, dans le grand public, pas au point où on a été capable de le faire
sur nos plateformes de Québécois depuis la semaine dernière. Il y avait un intérêt donc de fouiller ça parce qu'il y a quand même, c'est quand même beaucoup d'histoires qui ont été publiques, là. Ben, pas les détails, mais je veux dire les histoires de crimes et autres, là, puis les personnes. Mais vous, ce que vous avez, c'est comment ça s'est fait, le modus operandi, tout ça. C'est ça qui est intéressant aussi. Oui, ben, on vous amène au cœur de l'histoire. Tu sais, on aime ça avoir on aime ça des séries sur le crime organisé qui sont faites aux États-Unis ou en Europe, tu sais. Mm-hmm. Mais là, on a une histoire qui est vraiment particulière, qui se passe chez nous. Puis on est capable de la raconter là, de A à Z. En plus, on est même capable de vous la montrer. Tu sais, Yvon Deschamps disait on veut pas le savoir, on veut le voir. Ben, on est capable de vous le montrer. Tu sais, on vous montre des extraits, tu sais, dans le livre, et on a des codes QR au fil des pages. Puis là, tu scannes le code QR avec ton téléphone, puis t'es dans la salle d'interrogatoire avec Godas, puis l'ancien chef de police de Québec, Robert Pigeon. Wow. Qui l'interroge. Techno, là, la techno permet ça, donc c'est quand même impressionnant. Là. C'est la techno, exactement, nous permet de faire quelque chose aujourd'hui sur une histoire qui se passe en 1997 que, ben écoute, moi j'aurais aimé ça, là, avoir cette techno-là quand on a sorti le livre sur Galant en 2015. Oui. En tout cas, je ne sais pas, les codes QR, c'est devenu en vogue à cause de la pandémie. Là. C'est toujours bien un point positif qu'on tire de ça. Là. Mais voilà, ça c'est une petite révolution un peu là, dans notre façon. Là. Question de curiosité de ma part, parce que quand même journaliste à la base, on étudie la même affaire pas mal. Est-ce que c'est toujours les policiers qui convainquent un criminel de virer sa veste, ou si le contraire peut arriver? Quelqu'un peut dire, moi je suis dans la merde jusqu'aux oreilles, moi soumettre l'idée que je pourrais peut-être avoir une peine plus légère en collaborant. Comment ça, y a-t-il une façon de faire plus habituelle que les autres, Éric? Ben, il y a, tu sais, ce qu'ils disent, il y a pas plus sourd que quelqu'un qui veut pas entendre. Fait que c'est sûr qu'à la base, ça revient aux bandits, là. Tu sais, c'est à lui les oreilles. Puis, tu sais, le bandit, s'il veut rien savoir, ben, il veut rien savoir, là. Ouais. Puis, il y en a, là, qui veulent rien savoir. Mais lui, gagner, il y avait pas 36 options, là. Il savait que s'il acceptait pas de collaborer avec la justice, même avec un 25 ans minimum en tôle qui l'attendait, ouais. Ben, il allait se ramasser comme Tousignan, le motard qui l'a choisi pour commettre le meurtre de Diane Lavigne. Tousignan, lui, ben, quand Gagné a été arrêté puis qu'il est devenu délateur, qu'est-ce qui est arrivé avec lui? Ils l'ont retrouvé 2 mois plus tard dans un champ avec 2 balles dans la tête. Puis Gagné, c'est exactement le sort qui l'attendait si il savait qu'il n'y avait pas grand choix, là. Absolument. OK. Dis-moi, on parle beaucoup des Hells Angels, des Rock Machine, tout ça, mais les Hells, on a l'impression qu'il y a comme une... C'est comme... Puis je fais un lien curieux, mais moi, dans ma tête, c'est ça. Tu sais, quand je vois les Hells, les patchs, tout ça, puis les motos, je pense tout le temps à Harley Davidson. Puis tu sais, Harley Davidson, dans le monde de la moto, c'est comme une icône, tu comprends? Et j'ai l'impression que les Hells, dans le monde criminalisé, même en Europe, les Hells Angels, c'est la patente, là. Est-ce qu'il y a encore de l'influence? Est-ce que c'est encore aussi, entre guillemets, hot qu'avant, les Hells? Écoute, oui, certainement. Il y a des lettres de noblesse criminelle associées à eux, là. Aux dernières nouvelles, là, les Hells étaient toujours considérés comme l'organisation criminelle la plus puissante au Canada. Les Hells Angels forment le groupe de motards hors la loi le plus important dans le monde. Ils sont partout. C'est juste que présentement, au Québec, il y a une espèce de ça change, hein? Les gangs de rue, tu veux me parler des gangs de rue? Parce que c'est une nouvelle façon de commettre des crimes, là. Oui, ben les Hells, là, ils sont, tu sais, au début, là, quand ils sont arrivés, là, en 77, tu sais, c'était un peu broche à foin.
Je te mets dire ça là, entre guillemets. On comprend très bien ce que tu veux dire, là. Pas trop organisé, mais ultra violent. Ultra violent. Puis là, ils se sont fait un nom parce qu'il y avait les Outlaws au Québec qui étaient déjà là avant que les Hells s'installent. Ils ont chassé les Outlaws à coups de fusil puis à coups de bombes. Puis ils se sont établis comme une bande qui pouvait jouer un rôle de soutien ou d'homme de main pour les groupes du crime organisé qui étaient mieux, qui étaient plus haut dans la pyramide, comme la mafia italienne, par exemple. Mm-hmm. Et là, au fil du temps, ils se sont élevés d'égal à égal avec la mafia. Alors, ce qui s'est passé en 2000, après 6 ans de guerre des motards, ils ont fait une espèce de deal avec le clan Rizzuto. OK. Pour chasser la concurrence, c'est-à-dire les rock machines du marché. Ils se sont partagé des territoires, ils ont augmenté les prix. Donc, ils ont pris beaucoup plus de pouvoir à ce moment-là, à partir de ce moment-là. Mm-hmm. Là, il y a eu l'opération Printemps 2001 qui a décimé totalement les Hells du chapitre nomade de Montboucher, les Rockers qui faisaient la pluie et le beau temps, qui était leur club école. C'est tombé totalement et tout le monde s'est ramassé en dedans pour des peines de 10, 15, 20 ans. Alors, ils se sont relevés de ça. Il est arrivé l'opération Shark en 2009. Tous les Hells se sont encore retrouvés en dedans. Ils se sont encore une fois, ils se sont remontés de ça. Puis quand ils sont revenus, là, ils étaient plus forts que jamais. Plus de compétition. Écoute, même la mafia était affaiblie. Donc là, ils étaient là, à leur puissance maximale. Puis là, ce qu'on voit depuis 2 ans, mettons, on voit quelque chose qu'on n'avait pas vu là, depuis très, très longtemps, là, depuis, je te dirais même, là, depuis la guerre des motards des années 90. On voit des organisations criminelles un peu, entre guillemets, broche à foin. Brouillon pas mal, oui. Je reprends encore ce terme-là, là. Puis qui se contentent pas là, d'utiliser des broches, ils utilisent des couteaux, des armes à feu, ils s'opposent aux Hells. On voit ça là, tu sais, à Québec. Mm-hmm. T'as le BFM, ça fait 2 ans qu'ils leur tiennent tête. Ils veulent partager la cagnotte de la drogue. C'est comme s'ils disaient, les Hells, tassez-vous un peu, laissez-en aux autres. Je simplifie pas mal, là, mais ça pourrait ressembler à ça. Pourquoi ça arrive? Alors que jamais, là, avant ça, là, tu touchais pas aux Hells, là. Ça allait mal finir pour toi, là. Et là, pourquoi? Et ça fait 2 ans que les Hells n'ont pas réglé le dossier encore, puis tout le monde est surpris. Ouais. Les Hells, c'est ce qu'on constate. Je vais juste te donner l'exemple de Québec. Tu sais quoi la moyenne d'âge des membres en règle des Hells Angels du chapitre de Québec? C'est sûr que c'est en bas de 25 ans de la manière que tu me parles. Non? Non. Je vais te surprendre peut-être. C'est 61 ans. Ah, mon Dieu, je suis complètement dans le champ. Je pensais aux petits jeunes d'en Beauce, tu sais, je suis comme influencé par les jeunes oui. Dans les bombes, là. C'est le BFM, c'est les petits jeunes qui arrivent, sont tous fringants, ils ont peur de rien. Ils ont peur de rien, très baveux. Ouais. Puis les Hells, eux autres, sont comme... OK, ils sont pas loin de la marchette, là. Ben, il y a ça, ils se sont pas renouvelés. Ouais. Puis ils sont usés un peu par des longues peines d'incarcération qu'ils ont tous purgées pour leur rôle dans des conflits violents, dans le trafic de drogue aussi. Donc, tu sais, présentement, c'est une organisation qui est pas trop agressive, au contraire. Puis, t'as des nouveaux gangs, tu sais, comme à Québec, t'as le BFM, à Montréal, t'as le Arab Power,
t'en as une autre gang au Saguenay qui est la gang du caïd Alboivin. Tout ça arrive à une époque où on voit qu'il y a une espèce de... Le portrait est en train de changer dans le crime organisé au Québec. Les groupes traditionnellement dominants sont moins gourmands de pouvoir, sont moins agressifs pour peut-être protéger la position qu'ils ont acquise au fil des années. Puis au travers de ça, ben il y a une grande inconnue. C'est comme une épée de Damoclès qui est suspendue au-dessus de plusieurs leaders du crime organisé actuel au Québec. C'est l'enquête à laquelle le tueur à gages Frédéric Silva prend la barre depuis 2 ans. Il y a des Hells Angels qui sont visés là-dedans. Il y a des gros noms de la mafia montréalaise qui sont visés là-dedans. Donc, à cause de cette enquête-là, évidemment, les policiers sont aux aguets, font beaucoup de travail de filature, beaucoup de travail d'écoute électronique. Donc, ces criminels-là se savent épiés par la police. Alors, ils oseront pas se mettre en danger, puis répliquer, puis faire quelque chose, se faire ramasser en flagrant délit là, parce qu'ils répliquent à une attaque d'un petit gang, là, tu sais. Oui, c'est sûr. Mais, hey, Éric, je pensais à ça. Toi, t'es journaliste, t'es dans le judiciaire. Un jour, tu dis à ton patron, regarde, moi, d'ici 6 mois, j'arrête, là, je pars en vacances avec ma blonde, j'ai assez travaillé, merci, bonsoir. Me poser la question, quelqu'un qui est 10, 15, 20 ans dans les Hells ou des Rock Machine, n'importe quel gros, il décide-tu comme il veut, quand il veut, de sacrer son camp, ou il y en a, hey, garçon, wow, c'est pas toi que j'aurais comme peur de ne pas avoir un contrat legit. Tu comprends mon point? On peut sortir de ça quand on veut, comme on veut, d'un groupe de motards? Ben, moi, j'ai lu les déclarations aux policiers que Dale Fredette, un ancien Hells Angels chapitre de Québec, a fait aux policiers quand il est devenu délateur pour l'opération Shark. Mm-hmm. Puis Fredette avait dit à la police, tu peux jamais vraiment quitter les Hells Angels. Tu vas toujours être surveillé, puis il faut toujours que tu rendes des comptes, même si t'es plus membre en règle. Bon, évidemment, tu sais, c'est une déclaration d'un ancien Hells Angels. C'est-tu vrai, c'est pas vrai? Écoute, je ne sais pas, tu sais, mais il y a deux façons de sortir des Hells Angels. Il y a la bonne façon, c'est-à-dire, en anglais, ils disent en good standing. Tu vas devenir un retraité, tu vas faire tatouer la date de ta retraite dans le dos ou sur le bras. Puis tu vas rester un ami des Hells Angels. Tu n'écœureras pas personne, tu ne parleras pas contre eux autres. Autrement dit, tu restes tranquille. Exact. Okay. Puis la mauvaise façon, c'est bad standing. Ben là, tu sors généralement les pieds devant. Je comprends. Alors, et les petits passeurs, mettons, entre nos deux, là, c'est autre chose, hein, mais ceux qui travaillent pour les Hells, ceux qui vendent dans la rue, tout ça. Tu sais, la personne, le jeune qui va chercher de l'argent vite fait, un 5 000 $ en argent cash pour transporter en autobus, tu sais, on sait un peu comment ça peut se passer. Eux autres, ça va être plus difficile. Tu sais, quand eux autres disent, ah ben là, je rentre à l'université, on va dire, t'as pas fini, tu me dois. Ou, ils peuvent dire, tu me dois 25 000. Et, vrai ou pas vrai, entre toi et moi, Éric, ferme ta gueule puis tu le trouves, hein. Tu sais, c'est un monde weird. Alors, c'est ça aussi qui nous fascine. S'il dit tu dois 25 000 puis qu'il faut... J'ai un de mes amis, il y a à peu près 30 ans, qui s'est fait dire ça. Je parle pas... Pour une fois, je parle pas à travers mon chapeau. J'ai connu quelqu'un qui ça est arrivé. Il a dit tu dois ça. Et là, faut que tu le trouves vite parce que tu t'étrosses pas. Mais après ça, c'est la dernière fois que tu t'en demandes. Tu comprends? C'est ceux qui sont liés en bas, là, eux autres, d'après moi, c'est plus tough de débarquer. Ça se peut-tu? Le nombre, tu sais, la meilleure instance pour vérifier ça, là, c'est la Commission des libérations conditionnelles du Canada. Le nombre de bandits là, de haut rang là, qui passent devant la Commission des libérations conditionnelles, puis que là, ils font un acte de contrition, là, c'est formidable, ça tire les larmes. Puis là, ils disent, c'est terminé, je vais changer de vie, je vais devenir un citoyen respectueux des lois, blablabla. Ça arrive là sur
sur 20 cas là, qui arrivent, là, il y en a 19 qui vont retomber, qui vont récidiver, qui vont retourner au pénitencier parce qu'ils sont pas capables de comme s'ils avaient fait que ça dans leur vie, dans le fond, hein, c'est ça? Oui, ben, tu sais, le meilleur, un des derniers exemples, là, c'est Raymond Desfossés, là, qui est décédé là, il n'y a pas longtemps. Là. C'est le premier employeur de Gérald Galland, pour reprendre un personnage que j'ai bien connu. Là. Puis Desfossés, là, écoute, il disait, Gérald Galland l'a fait condamner pour des complots de meurtre qu'il lui a commandés. Il s'est ramassé là, avec une peine là, pas loin de 15 ou 20 ans. Là. Tu m'excuseras, là, je me souviens plus du chiffre exact. Puis il a répété aux libérations conditionnelles qu'il prenait sa retraite. Il était rendu à 70 ans passés, puis qu'il était trop vieux pour ça, puis qu'il avait plus la santé pour ça. Ben, avant de mourir, là, la GRC enquêtait sur lui pour des complots d'importation de drogue. Donc, il y avait de la preuve là, sur lui. Là, récente, pas des vieilles affaires, des affaires récentes. Non, non. Il venait de sortir du pénitencier, puis il était retombé dedans. Fait que, tu sais, je dis pas que c'est une job à vie, là, mais c'est bien difficile. Je suis content de t'entendre là-dessus parce que c'est le sentiment que j'avais que c'était pas facile de sortir. Mais tant qu'être là-dedans, dans le memoring, puis dans le questionnement qu'on peut avoir en regardant le monde criminel, comment un gars comme Mom Boucher, je sais bien qu'il y avait une bouille, les lunettes, puis les femmes, il y en a qui le trouvaient beau, puis peu importe l'histoire, puis la patente, puis Claude Poirier, mais comment il fait pendant 15-20 ans pour mener quasiment le monde criminel en restant vivant? Écoute, t'as beau être protégé, une balle, ça peut traverser une clôture, tu comprends? Tant mieux s'il a réussi, mais... Ben, Mom, les Rock Machines, ils ont essayé là, de le passer. Là. Galland s'était fait offrir 250 000 $ pour le passer, par Desfossés, notamment. Mom, il y avait une espèce de... Comment dire? C'était un personnage qui était très charismatique. Oui. Il y avait une espèce d'aura autour de lui. Je dirais pas autant que Vito Rizzuto, parce que Vito Rizzuto, lui, il avait de la classe en plus. Mom, il passait pour Joe Public, là. Il passait comme monsieur, madame, tout le monde. Ricaneux, il niaisait avec les caméras de TV, là, on a plein d'images là, de lui, là. Ah oui. Il fait le bouffon pour les caméras, écoute, je me souviens, il était passé à Pimentfort avec Normand Brathwaite, puis là, t'avais Alain Choquette qui faisait des jokes sur les Hells, puis Mom était dans l'assistance et il riait à gorge déployée. Tu verrais plus ça maintenant, là. Tu verrais pas un full patch des Hells Angels aller sur un plateau de télévision puis s'afficher comme ça, là. Non, oublie ça. Mom, il était comme ça. Il jouait la game, il a joué à fond et il prenait des décisions. Il était impitoyable. Il avait de l'air du bon Jack, là, comme ça. Puis, comme Luc Dionne dit à mon collègue Félix Séguin dans l'émission du JE qui est passée en fin de semaine, Dionne, qui est grand chum avec Guy Ouellette, donc il connaît plein de policiers, il disait, Mom, il dit, quand Mom arrivait, puis, mettons, toi, tu lui disais, écoute, j'ai fait une erreur, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'aurais pas dû. Puis quand Mom, il disait, c'est pas grave, puis il te donnait une tape dans le dos, ben, c'est par là que la balle allait rentrer. Tu comprends? Ouais. Fait que, Mom, c'est lui qui, vraisemblablement, là, il a jamais été arrêté pour ça, mais dans le temps, là, en 2000, l'année où il a été réarrêté là, pour son deuxième procès pour les meurtres des gardiens de prison, pendant l'été, c'était le 5e anniversaire du chapitre Nomade qu'il avait lui-même fondé, puis un des membres fondateurs du chapitre Nomade, c'était Melou Roy.
Melou Roy, ça, c'était un gars du Saguenay qui était devenu le Hells Angels le plus riche de la province, probablement le plus riche du Canada, parce qu'il y avait des contacts dans le sud pour faire des importations de cocaïne. Puis ça, c'est un gars que Gérald Galland avait essayé de tuer d'ailleurs. Ben, Melou Roy, cet été-là, l'été du 5e anniversaire des Nomades, il a fini dans un moulin à viande. Ah, Seigneur! Parce que il voulait pas partager, il voulait pas faire bénéficier les autres nomades de ses contacts dans le narcotrafic. Alors, tu sais, Mom, il était comme ça. Puis il y avait pas de, tu sais, si t'étais bien mieux de marcher avec la gang, parce que si tu marchais pas avec Mom, c'était dangereux pour toi. Alors, c'est comme ça qu'il a réussi à s'élever au-dessus de ce gang-là, puis à diriger ce gang-là pendant autant d'années, sauf que il a mis tous les motards à risque. Il les a mis dans une situation intenable. Tous les motards qui ont fait partie des Hells ont tous purgé des longues peines d'incarcération à cause de certaines décisions de Mom Boucher, notamment de faire tirer notre collègue Michel Auger dans le stationnement du Journal de Montréal. Ça a augmenté la pression policière, là, a été décuplé. Là. Est-ce qu'il voulait juste le blesser? C'est-tu documenté scientifiquement? Il voulait juste le blesser ou ils ont essayé de le tuer? Ben, 6 balles dans le dos, là, Gilles, d'après moi... OK, l'intention, c'était pas qu'il se blesse seulement. Non. Puis Gagné lui-même s'est documenté là, dans notre livre, dans nos documents, dans les rapports de police, dans ses déclarations. Les Hells voulaient le passer. Ils voulaient le passer, puis ils en ont parlé plusieurs fois. Puis Gagné a lui-même appelé Auger pour le prévenir. Une fois qu'il est devenu délateur, il était en dedans, il avait un accès au téléphone. Il avait appelé Michel Auger. Il avait dit « Fais attention à toi, les Hells veulent te passer. » Puis Michel, bien, il a continué à faire son travail. Puis Mom, il aimait pas ce que Michel écrivait sur les Hells. Puis à un moment donné, ben c'est ça. Il a dit, on va lui faire ma gueule pour de bon. C'est sûr, ça va ressembler à ça. Là. Mais c'est c'est très révélateur, Gilles, que en 2014, là, quand les Hells se sont mis à tout sortir de prison après avoir passé les 5 dernières années là, derrière les barreaux à cause de l'opération Shark, où ils étaient tous accusés de complot de meurtre, des complots qui dataient du temps de Mom Boucher. Quand ils ont sorti, ils ont fait un meeting, puis ils ont dit « Mom Boucher, t'es dehors ». Ils l'ont expulsé, t'as plus de patch, t'es plus membre des Hells Angels. Ça, c'était comme... Et puis, on a même de l'écoute électronique où il y a 2 membres des Hells Angels qui disent « On vient de rompre avec notre passé ». Alors, c'est ça. Mom, il représente une époque... C'est une époque assez très mouvementée là, de l'histoire du Québec, mais c'est une époque qui est révolue. Puis on verra plus jamais ça. Les Hells maintenant, ils opèrent plus comme ça. C'est des hommes d'affaires et ils font pas mal plus attention que Mom Boucher qui se pensait intouchable. Ouais. Mais hey, pendant que je parlais tantôt de ton collègue Auger, un gars comme Claude Poirier, j'ai l'impression, tu sais, il était avec Paul Arcand le matin, mais il parlait avec j'ai l'impression qu'il était des 4 côtés du miroir. Puis il s'est pas fait, à ma connaissance, il a dû avoir des menaces, mais il a pataugé pas pire là-dedans, lui. Oui, ben, Claude, écoute, il a même été invité au mariage de... Avec Ginette Renault? Avec Ginette Renault au mariage de Mom? Ben non, c'est le mariage de Balloon Charlebois. Oui, j'avais oublié Balloon! on en parle dans notre livre précédent là, qui s'appelle Le Ripou des Hells. Ben c'est ça, tu sais, Claude, il était invité par Boucher à certains événements parce que Boucher, il se disait Poirier va en parler. Puis et puis oui, il en parlait. Tu sais, comme quand les Hells
ont conclu une trêve avec les Rock Machines, sont allés dans un restaurant à Montréal, puis ils ont fait la fête. Mais le seul journaliste qui était invité là, c'était Claude Poirier. Mais c'est ça, le but, là, c'était que Claude Poirier sorte la nouvelle. Puis Claude, écoute, il était omniprésent là, à l'époque. Puis, pas à peu près. Mais oui. dis-moi, est-ce que tu dirais que le Québec, moi je peux pas savoir comment ça se passe le crime organisé au Canada, mais c'est un terrain fertile pour le crime organisé par rapport aux autres provinces canadiennes, par exemple? Écoute, c'est difficile à dire, terrain fertile. T'sais, écoute, ça va avec l'argent. Il y a de l'argent au Québec. Donc l'Ontario, ça doit rouler aussi, là, l'Ontario? Ben oui. Puis écoute, c'est pas nécessairement les mêmes organisations criminelles. Il y a des organisations criminelles en Ontario ou dans l'ouest du pays qu'on n'a pas ici au Québec. Mais oui, t'as la présence du port de Montréal. Oui. C'est pour importer de la drogue, mais le port de Montréal. Les territoires des Premières Nations dans le coin de Montréal aussi, ça a l'air que ça va assez bien aussi, là. C'est une des brèches qui est presque canadienne, Éric. Hein? Ben, les policiers, là, ils disent, là, ça fait des décennies là, que les territoires amérindiens servent de porte d'entrée à la contrebande de drogue, contrebande d'armes. Et puis les policiers, ils n'osent pas trop s'aventurer. Tu te souviens qu'il y a une centrale de police qui a flambé il y a quelques années. Oui. Alors, puis on se souvient tous de la crise d'Oka. Alors, oui, il y a plusieurs facteurs qui font en sorte que le crime organisé se porte bien au Québec. Puis, puis je pense que c'est pas prêt d'arrêter. Mais dis-moi, faut que je te pose la question parce que je suis persuadé que plusieurs l'ont en tête. Dans les journaux depuis quelques années, puis dans les médias électroniques évidemment aussi, on voit énormément l'utilisation des drones. J'apprends rien, l'utilisation de drones, mais on apprend aussi qu'il y a des gens qui sont en prison, mettons, pour 7 ans, puis qui mènent leurs opérations quasiment comme s'ils étaient chez eux dans le sous-sol. Fait que ça nous dépasse. Moi, dans ma vision peut-être journalistique un peu, je me dis la seule façon à ce que ce soit possible, c'est qu'il y ait des taupes ou des facilitateurs à l'interne, comme sur les tarmacs d'aéroport, quand on dit qu'il y a bien des affaires qui passent là, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a été payé pour le faire. Sinon, normalement, tu comprends? Fait que la prison, on se dit, s'il y a tant de drones, puis tout le monde le sait, Christy, il y a moyen d'arrêter ça, mais ça n'arrête pas. Puis ils ont tous des cellulaires, ils ont tout ci. Fait que, tu sais, on comprend pas, là, y a-t-il des complices là-dedans? Pourquoi? Tu sais, ça reste une énigme. Honnêtement, Gilles, il y a 10 ans, j'écrivais que les autorités envisageaient d'installer des brouilleurs d'ondes dans les prisons. Il y a 10 ans. OK. Oui. Puis, il n'y a toujours pas de brouilleurs d'ondes. Bon, ce qu'on se fait dire, c'est que oui, ça serait très efficace dans la prison, mais ça brouillerait les ondes aussi dans les maisons du voisinage. Alors, tu sais, écoute, ils n'ont pas trouvé de technologie, ils n'ont pas développé de technologie efficace. Plus restrictive, dans le fond, un secteur. Oui, OK. C'est ça. Alors là, le problème des cellulaires en prison a perduré, puis s'est amplifié. Puis là, en plus de ça, tu ajoutes dans l'équation l'utilisation des drones, une autre affaire, un autre développement technologique. Puis là, oui, c'est vrai. Hey, écoute, les drones, là, c'est rendu tellement une joke que les prisonniers, ils se commandent plus juste des stupéfiants puis des armes avec des drones. Ils se commandent des pizzas. Arrête! Oui, on a écrit un article, écoute, dans le Journal de Montréal là, au cours des... pourtant, je suis abonné au Journal de Québec. J'ai pas ça me pas. J'en lis en masse, là, mais donc ils font venir de la pizza, eux autres, n'importe quoi. Là. C'est un des leaders du gang Arab Power qui a fait ça pour narguer les gardiens. Il s'est fait venir une pizza par drone.
Puis c'était comme un message pour leur dire, hey, regarde, si je suis capable de faire ça, là, je suis capable de me faire venir bien d'autres choses, tu comprends? Alors, mais c'est ça, tu sais. Puis les services, les syndicats d'agents correctionnels se plaignent à chaque année depuis des années. Mais ça change pas. Puis ça change pas. Tu sais, écoute, quand tu veux régler un problème, tu le règles. Tu sais, il me semble, là. Ben oui. Puis non, c'est-tu à cause que nos décideurs sont corrompus? Non, je pense pas. Mais il n'y a pas de volonté politique. Il n'y a pas de volonté politique pour régler le problème. Si on est capable d'aller sur la Lune, Éric, on pourrait régler ça. Tu es d'accord? Et si tu décides que c'est prioritaire, ça se règle. Là. Il n'y aura plus de drones. Écoute, il y a 6 mois, là, le ministre Bonnardel de la Sécurité publique il a dit là, je m'en mêle, puis on va le régler le problème. Là, on arrive, on est rendu, le printemps s'en vient, ça fait 6 mois ça a changé? Non, ça ne change pas parce que il faut régler sa clique avant de régler les problèmes des drones et des cellulaires en prison. Donc, c'est pas demain la veille. Hey, merci beaucoup de nous avoir parlé. C'est vraiment, vraiment passionnant. Passionnant. Merci. Alors, Éric Thibault, Journal de Québec et Journal de Montréal. Le livre Godasse. C'est quoi Godasse, le vrai visage d'un tueur déesse?